Est-ce que vous savez comment faire aimer un putois à une dinde? On va voir ça dans un instant, et je vous promets que c'est pas une blague graveleuse. Je suis sûr que vous avez déjà fait cette expérience. Vous pensez activement à votre respiration, inspirez, expirez, et d'un coup c'est comme si vous saviez plus du tout respirer. Votre souffle devient complètement anarchique, et tant que vous y pensez, vous n'y arrivez plus. Bon, heureusement, après un certain temps, vous oubliez de vous concentrer à chaque inspiration ou expiration, et votre niveau d'oxygène redevient normal. Tiens, du coup, profitez-en pour faire une deuxième expérience. Marchez normalement. Non, pas comme ça, normalement. Ça aussi, ça vous paraît difficile d'un coup? C'est quand même incroyable, cette somme de choses absolument simples qui deviennent compliquées dès qu'on y pense. En fait, l'explication est dans notre cerveau, ou plutôt dans la capacité de calcul de notre cerveau. Prenez un bouquin ou un article de blog, et comme tout être humain normalement constitué, vous devriez être capable de lire environ 300 mots par minute. Si on compte 5 lettres par mot en moyenne et 2 bits par lettre, au sens informatique du terme, parce que je vous vois venir, ça fait 3000 bits par minute, soit environ 50 bits par seconde. Voilà la capacité de calcul consciente de notre cerveau. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi, 50 bits par seconde, c'est extrêmement abstrait. On va essayer de comparer ça pour mieux comprendre. L'Intel 4004 a été, en 1971, le premier microprocesseur produit commercialement. Il utilisait une architecture 4 bits et tournait à une fréquence de 750 kHz. Ça veut dire que 750 fois par seconde, il était capable de calculer 4 bits, soit une puissance totale de 3000 bits par seconde. Salut, tu veux voir mes bits? Ça veut dire que cet objet est 60 fois plus puissant que notre cerveau. Alors je vous parle même pas de l'iPhone qui est dans ma poche et qui est lui-même 300 millions de fois plus puissant que l'Intel 4004. Et donc presque 2 milliards de fois plus puissant que mon cerveau, parce que ça, ce serait indécent. Mais attendez une minute. Ok, on galère à respirer ou à marcher quand on y pense. Mais quand on n'y pense pas, ça ne pose aucun problème, pas vrai? Comment est-ce que c'est possible, ça? Eh ben ça s'explique simplement. Notre cerveau est une machine incroyable. On parle depuis tout à l'heure de capacité de calcul conscient. Mais en fait, dans l'arrière-boutique de notre cerveau, il y a une capacité beaucoup plus grande à traiter l'information, remontée par tous nos sens. Ça se fait juste inconsciemment. Pour vous donner un ordre de grandeur, nos yeux traitent à peu près 10 mégabits par seconde. Je pense en fait que les miens floutent tout quand j'enlève mes lunettes pour réduire la taille de l'image. Notre peau ajoute un bon mégabit, nos oreilles et notre nez, hors période de Covid, environ 100 kilobits chacun, et notre goût encore un petit kilobit. Au total, on est donc autour de 11 mégabits par seconde, ce qui nous fait déjà une bonne 3G pour filer la comparaison avec les smartphones. C'est là que ça devient intéressant. Comment fait notre cerveau pour passer de 11 millions de bits d'informations par seconde à 50 bits qui atteignent notre conscience? Eh ben, il a 100 milliards de cellules ou de petits processeurs, voyez ça comme vous voulez, à son service, ce qui aide à compresser. Mais il a aussi une foule d'automatismes qui viennent lui simplifier la tâche. De l'entraînement, des habitudes et des biais cognitifs. Ah bah quand même, on y arrive, on a failli y attendre. Les biais cognitifs aident notre cerveau à réagir à un monde toujours plus complexe. On peut agir consciemment sur l'entraînement et peu à peu forger des habitudes. Mais pour ce qui est des biais cognitifs, c'est une autre paire de manches. Ils sont parfois le résultat de millénaires d'évolution. La plupart du temps, ils nous veulent du bien. Mais parfois, ils se mettent aussi un petit peu en travers de notre chemin. Dans tous les cas, les connaître, c'est sans doute la meilleure des manières de travailler avec eux et surtout de les faire travailler pour nous. Quand on s'intéresse aux biais cognitifs, on retrouve souvent une citation d'un célèbre philosophe anglais, Alfred North Whitehead. La civilisation progresse par le nombre d'actes que nous sommes capables d'effectuer sans y penser. Ce que ça implique, c'est qu'effectivement, sans doute par darwinisme, certains biais cognitifs nous ont transformés de néandertaliens qui vivent dans des grottes aux personnages exquis et raffinés qu'on est devenus aujourd'hui. Mais aussi que l'évolution est jamais terminée et que plein de biais continuent d'apparaître et de se développer comme des coproduits de notre société. Parce que je doute que les coupons de réduction aient eu un grand effet sur Néandertal. Dans ce dossier, on va étudier ensemble un par un toute une série de biais cognitifs en partant à chaque fois de l'expérience de départ qui a permis de l'identifier, et on verra ensuite à chaque fois comment ça s'applique toujours aujourd'hui et comment, suivant les cas, vous pouvez vous en servir, vous en méfier ou vous battre contre. Allez, je reviens à mon histoire de putois et de dinde. Pour tous ceux qui ne sont pas des enfants de la campagne, le putois c'est plus ou moins l'ennemi juré de la dinde. Un peu comme le comptable pour le commercial. Il suffit de montrer un putois même empaillé à une dinde pour lui faire sérieusement péter les plombs. Elle se rue sur lui, toute griffe dehors, pour lui régler son compte. Pourtant, il y a un comportementaliste animalier, Matthew W. Fox, qui a réussi en 1974 à faire aimer un putois empaillé à une dinde au point qu'elle le prenait sous son aile et le serrait contre elle. Comment?
eh ben il a placé un magnétophone sous le putois qui diffusait le chip chip caractéristique des bébés dindonneaux. Et du coup, la dinde se comportait avec le putois comme si c'était un de ses enfants. Dans le même temps, si un vrai dindonneau se retrouvait à côté de la dinde et qu'il avait le malheur de faire un chip chip bizarre, voire de pas en faire du tout, la dinde se désintéressait totalement de lui, voire même elle le tuait. Donc, on voit que la façon pour une dinde de juger si elle doit se comporter avec un autre animal comme si c'était son rejeton, c'est d'analyser son chip chip. En fait, c'est parfaitement logique. Il n'y a que les dindonneaux normaux, viables et en bonne santé qui soient capables d'émettre le chip chip en question. Et comme notre dinde n'est pas plus vétérinaire que vous et moi, c'est beaucoup plus simple pour elle de s'en remettre à un biais cognitif, juger de l'espérance de vie de sa progéniture au son de son chip chip. Alors on peut se moquer de la dinde et de son putois, mais en vrai, on a beaucoup en commun avec elle. C'est toujours la même histoire, mais c'est trop pour aujourd'hui, alors on verra ça la prochaine fois. À bientôt!